C'est bon? Bonjour à tous. On va parler de l'OCT du segment antérieur et c'est actuellement un complément indispensable pour explorer toute pathologie du segment antérieur. L'OCT du segment antérieur, c'est une technique d'imagerie qui est non invasive et qui nous offre une analyse détaillée avec une résolution quasi histologique du segment antérieur. Donc, elle a été introduite depuis 1995 et ses indications ne cessent d'augmenter. Donc, il y a plein de machines. Là, c'est les machines qui étaient disponibles en 2018, mais ça a bougé entre-temps. Nous, dans le service, on utilise l'OCT du segment antérieur de Topcon. Donc, c'est un module de segment antérieur qu'on monte sur un appareil conçu initialement pour le segment postérieur, ce qui fait qu'on a un champ d'exploration qui est un peu limité. On n'arrive pas à avoir une image cristallin jusqu'à la cornée. Par contre, avec les nouvelles machines, et là, la CSO MS39, on arrive à explorer en une seule image toutes les structures du segment antérieur et à bien analyser le segment antérieur depuis la cornée jusqu'au cristallin. Deux éléments importants, donc un être d'ordre pratique. L'avantage d'un OCT du segment antérieur, c'est quand il y a une opacité, l'interférométrie efface, contrairement à une topographie d'élévation où les résultats sont faussés quand il y a une opacité de la cornée. Et l'interférométrie ne passe pas à travers l'épithélium pigmentaire. Donc, tout ce qu'il y a derrière cet épithélium pigmentaire de l'iris, on ne peut pas le voir. Donc, ce n'est pas un appareil qui va explorer le corps ciliaire. Pour cela, la référence 3DBM. Donc, on va explorer depuis la cornée jusqu'au cristallin, mais pas le corps ciliaire. Juste, c'est un intérêt d'ordre pratique qu'il faudrait connaître. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça nous permet de voir? D'abord, d'analyser l'angle iridocornéen. Donc, dans le glaucome, elle a un grand intérêt, un angle fermé, ouvert. On vérifie si notre iridoplastie a été transfixiante, s'il y a des synéchies. Et ce qui nous intéresse en contactologie, c'est l'analyse de la cornée. Donc, l'OCT du segment antérieur va permettre de voir toutes les couches histologiques de la cornée. Donc, le film lacrymal, il va apparaître sous forme d'une ligne fine hyperréflective superficielle, l'épithélium, une ligne hyporéflective, la membrane de Bruch, une ligne hyperréflective, le stroma cornéen et enfin le complexe Descemet-endothélium. Donc, les applications de cet examen d'imagerie très performant et très utile en pratique quotidienne pour explorer la cornée sont très larges, essentiellement pour le kératocone, et ce, depuis le dépistage jusqu'au traitement des patients qui présentent un kératocone. Deuxièmement, l'adaptation des lentilles de contact. Donc, il a grand intérêt surtout pour les lentilles sclérales, et on va le voir. 3, le diagnostic et le suivi des kératites infectieuses. 4, pour les dystrophies cornéennes, parfois nous donne un argument de plus puisqu'elle nous permet de bien situer la dystrophie cornéenne pour explorer le syndrome oculaire et enfin en chirurgie réfractive et en implantation FAC. On va essayer de les voir un par un. Donc, pour le kératocone, comment est-ce qu'un OCT du segment antérieur est utile pour dépister et diagnostiquer un kératocone? Par l'analyse du mapping épithélial, c'est-à-dire la carte d'épaisseur de l'épithélium cornéen, et par l'analyse de la carte pachymétrique de toute l'épaisseur de la cornée. Donc, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on continue à avoir des ectasies postasiques avec des topographies préopératoires normales. Donc, on a besoin d'un autre argument en faveur du kératocone. Le CT du segment antérieur va nous permettre donc la carte d'épaisseur épithéliale et la carte de l'épaisseur cornéenne séparément.
Pourquoi est-il intéressant d'étudier la carte du mapping épithélial? Eh bien, parce que les premières modifications dans le kératocone, on va les voir et les explorer dans l'épithélium, puisque l'épithélium il joue un rôle de lisseur, qui a une abrasion cornéenne, une imperfection, il va essayer de camoufler et de la lisser. C'est exactement le rôle de l'épithélium cornéen. Donc, quand il va trouver un bombement de la cornée, son comportement à lui, c'est d'aller s'amincir en regard du cône et s'épaissir tout autour pour donner l'impression d'une surface cornéenne antérieure qui est normale. C'est pour ça que les kératocone frustes et débutants, en général, les anomalies n'alqawhom dans la face postérieure et non pas dans la face antérieure. Parce que l'épithélium, il va essayer de lisser. Grâce à l'OCT du segment antérieur, on va pouvoir détecter précocement ces formes infracliniques et les modifications précoces du kératocone. Donc, cette analyse est écrite par l'Artemis, donc c'est une machine ultrasonographique, depuis longtemps, mais ça a été mieux mis en évidence actuellement par l'OCT du segment antérieur. Donc, un épithélium normal, non pathologique, et un épithélium légèrement plus épaissi en bas. Par contre, un épithélium en cas de kératocone, il est mince en regard du cône et épais autour du cône. Donc, les couleurs chaudes, c'est épais, et les couleurs froides, le bleu, c'est fin. Donc, cette fameuse image en donut a été décrite donc également en OCT du segment antérieur et la gravité du cône débutant, elle est parallèle aux modifications épithéliales. Donc, c'est un élément très important. Et en plus de cette analyse qualitative, donc l'image en donut, le mapping épithélial nous permet de fournir des paramètres numériques. Donc, il nous offre une analyse quantitative qui est variable en fonction de la machine qu'on utilise et en fonction des seuils précisés pour chaque machine. Donc, le plus important dans cette analyse quantitative, c'est de savoir que les indices les plus performants, c'est le point épithélial le plus fin, le décentrement inférieur du point épithélial le plus fin, et surtout l'association de ces analyses qui va permettre d'augmenter la capacité de dépistage du kératocone par OCT du segment antérieur. Donc, ça nous permet un dépistage plus précoce, d'où ça doit intégrer systématiquement le bilan des chirurgies réfractives, en plus de son grand intérêt pour trancher dans des formes borderline. Donc, parfois, on est dans le doute, est-ce que c'est un corneal warpage, c'est-à-dire une modification épithéliale secondaire à un port chronique de lentilles, ou bien un kératocone fruste? Là, le mapping épithélial, il peut trancher. Et bien sûr, c'est une machine où il y a des erreurs de segmentation, où le champ, dans certaines machines, le champ du mapping, il reste limité. Donc, comme pour notre machine, mais pour les machines qui sont conçues pour le segment antérieur, les machines actuelles comme le MS39 ont dépassé ces limites. Donc, la carte épithéliale doit être analysée automatiquement avec la carte d'épaisseur cornéenne totale, c'est-à-dire avec la carte pachymétrique. Et on va retrouver que l'amincissement épithélial va correspondre à l'amincissement de la cornée en regard du cône. Et également, cette carte nous fournit des indices pachymétriques dont qu'il faut surtout interpréter en parallèle avec la carte épithéliale. Il faut aussi connaître que l'OCT du segment antérieur est la pour calculer l'épaisseur cornéenne, puisque c'est une machine qui n'est pas gênée quand on a une densité cornéenne. Donc, c'est une mesure réductive de l'épaisseur cornéenne. Dans les stades avancés du kératocone, elle trouve tout son intérêt, c'est-à-dire une fois on a eu un anhydrops, une opacité où l'interprétation de la topographie d'élévation devient
plus faussée et on va essayer d'illustrer par des exemples. Donc là, il y a un enfant de 12 ans qui a un kératocone de 4 avec une opacité centrale, un remaniement épithélial. Donc là, la topographie d'élévation nous fournit une épaisseur d'un point le plus fin à 333 microns, alors qu'en réalité, il n'est que de 284. Donc, dans des cas où on est à des épaisseurs limites de 380 ou de 390, ça peut carrément changer l'attitude thérapeutique. Comme l'œil contralatéral de ce même patient où on a une paquille minimale à 387 microns. On discute le cross-linking, mais si on va réellement voir l'épaisseur du stroma, elle n'est que de 310 microns et donc un cross-linking ne pourra pas être fait chez ce patient. Donc, les renseignements que nous fournit l'OCT nous aident réellement dans la décision thérapeutique dans le kératocone. Et il y a eu même des classifications basées sur les modifications histologiques qu'on observe dans le kératocone. Dans les stades précoces, comme on l'a bien démontré, on a un amincissement en regard du cône associé à un épaississement tout autour. Et puis, dans les stades plus avancés, on va avoir un épaississement épithélial avec une rétraction du stroma en regard. Dans le stade 4, une cicatrice stromale. Et dans le stade 5, c'est-à-dire quand on a une rupture des smètes et où la topographie d'élévation là n'a plus aucun intérêt, c'est l'OCT du segment antérieur qui va permettre de poser le diagnostic en visualisant les lacunes intrastromales, l'épaississement cornéen et la rupture localisée de la desmète qu'on voit très très bien au cours de la phase cicatricielle chez ce patient. Et puis, pour le traitement du kératocone, l'OCT du segment antérieur est également indispensable. Donc, pour le cross-linking, elle nous permet de vérifier l'efficacité de notre traitement. Donc, c'est des hyperréflectivités au début, mais c'est surtout l'apparition de la ligne de démarcation, cette ligne hyperréflective qu'on voit bien entre le premier et le troisième mois de traitement, qui correspond à la limite de l'apoptose des cellules kératocytaires et qui va disparaître au bout de 3 mois. Donc, pour vérifier l'efficacité d'un cross-linking, on doit réaliser un OCT du segment antérieur entre le premier et le troisième mois et bien sûr, à long terme, la stabilité de la kératométrie cornéenne. Donc, cette ligne peut, son étendue et sa profondeur, peuvent constituer un critère de retraitement quand c'est insuffisant. Pour un anneau intracornéen, elle nous permet de mesurer ces différentes distances de l'anneau par rapport à la face postérieure et la face antérieure, d'évaluer la stabilité de l'anneau intracornéen et de détecter les patients à risque. Et chez ces patients à risque, ça va nous permettre de suivre et de prendre des décisions thérapeutiques chez les patients à risque. Donc, pour le traitement chirurgical, c'est-à-dire greffe de cornée, donc kératoplastie lamellaire perforante, l'OCT du segment antérieur trouve tout son intérêt. Pour la lamellaire profonde, d'abord il y a l'OCT opératoire qui va permettre de guider tout l'étape et offre beaucoup plus de confiance au chirurgien au cours de toutes les étapes. Et puis, il y a l'OCT du segment post-opératoire qui est très importante pour le suivi post-opératoire. Donc, elle va évaluer l'interface membrane de desmète greffant. Et si on va avoir cet aspect de double chambre antérieure, elle va guider le traitement par injection de bulles d'air. Elle est également importante dans le diagnostic et la gestion des complications. Là, c'était une patiente aussi opérée de DALC qui a présenté une crise de glaucome aigu par fermeture de l'angle, jugulée par une IP chirurgicale. Pour la kératoplastie transfixiante, l'OCT du segment antérieur revêt un intérêt majeur puisque
Elle va permettre de suivre ces patients de façon non invasive, mais surtout parce qu'on ne voit pas la face postérieure de la jonction greffon-hôte par la lampe à fente, on ne la voit bien que par l'OCT du segment antérieur. Et donc, cette analyse de la jonction greffon-hôte est très importante pour détecter des complications précoces, mais également à long terme, puisqu'elle est corrélée aux résultats réfractifs après kératoplastie chez les patients kératoconiques. Donc, l'aspect le plus fréquent qu'on voit, c'est les marches d'escalier, c'est-à-dire un greffon qui passe les cornées réceptrices, que c'est des cornées réceptrices fines, qui, dans de rares cas, peuvent être responsables d'un œdème persistant du greffon, comme chez cette patiente. Elle n'a pas éclairci son greffon à J4. On s'est dit peut-être c'est à cause de ces graft steps, ces marches d'escalier. On l'a reprise avec une réfection chirurgicale des points, ce qui a permis d'avoir un greffon parfaitement clair à J3. Elle va permettre également de suivre l'épaisseur de la cornée après kératoplastie, et cette épaisseur renseigne directement sur l'hydratation du greffon. Un greffon épais au-delà de 3 mois, c'est un greffon qui est de mauvaise qualité, et c'est un signe prédictif de rejet chronique, tout comme ces ondulations de la face postérieure. Permet également de suivre et de diagnostiquer, de suivre les ulcères et les kératites infectieuses post-kératoplastie, et de guider le traitement chirurgical de l'hydrops. Pour le kératocone, il n'y a pas de discussion. L'OCT du segment antérieur est indispensable du dépistage au traitement, mais en contactologie, elle n'est pas indispensable uniquement pour le kératocone. Il y a plein d'autres champs d'intérêt, donc comme dans l'adaptation des lentilles de contact, surtout pour les lentilles sclérales. Donc, par l'OCT, on peut bien, après la mise en place de cette lentille sclérale chez cette patiente, c'est une patiente qui avait un syndrome sec sévère, elle nous permet d'évaluer la clairance qui était augmentée chez cette patiente, d'évaluer le dégagement, la zone d'appui qui était insérée. Donc, ça va nous permettre chez ces patients d'adapter la prescription des lentilles sclérales en évaluant la clairance, qui est l'épaisseur du film lacrymal entre la cornée et la lentille sclérale, et la zone d'appui sclérale périphérique claire. Et donc, on peut également mesurer l'épaisseur épithéliale et surveiller l'œdème cornéen induit par la lentille, tout ça dans le but d'améliorer l'ajustement des lentilles sclérales. Pour les kératites infectieuses, il est un examen très important. Donc, les abcès de cornée vont être visualisés sous forme d'hyperréflectivité. On pourra évaluer la profondeur de cette hyperréflectivité, les modifications architecturales du stroma tout autour, parfois un amincissement stromal et même un desmatocèle avec un risque de perforation. On peut même voir des signes qui peuvent orienter vers l'étiologie, comme donc la plaque endothéliale qu'on voit dans les kératites mycosiques, qui est très caractéristique. Donc tout ça est important pour le diagnostic, pour détecter les patients à risque de perforation, comme chez cette patiente qui est venue déjà au stade de kératite infectieuse perforée. Ça nous permet d'évaluer chez cette patiente l'étendue des dégâts. Donc là, c'était un abcès sur le greffon perforé avec une lise stromale totale. On voit les synéchies périphériques, et malgré ça, donc on a tenté la kératoplastie qui a bien marché chez cette patiente. Puis pour les dystrophies cornéennes, c'est un examen également très important. Pas dans toutes les étiologies, mais dans certaines étiologies où il y a des modifications caractéristiques, comme pour la dystrophie
de race bucculaire qui est épithéliale et sous-épithéliale, ou ce signe. Donc, il est vraiment caractéristique et ça nous permet de lever de doutes et de diagnostic. Pour les dystrophies endothéliales, elle n'est pas très performante pour le diagnostic, c'est surtout la microscopie confocale qui prend tout son intérêt, comme l'a bien expliqué Dr Boukeli. Pour l'examen du syndrome sec oculaire, donc, elle peut nous aider puisqu'elle nous permet donc d'évaluer le ménisque de film lacrymal, donc avec une mesure horizontale et verticale du ménisque du film lacrymal. Là, c'est un patient qui présente un syndrome sec où on a un ménisque très diminué, et même dans des formes historiques, je dirais, avec syndrome sec sévère et kératite filamenteuse, on voit donc bien cette kératite filamenteuse sur les constructions 3D du patient. Donc là, c'est l'aspect après traitement médical et mise en place d'une lentille. Et enfin, donc, elle trouve un intérêt majeur en chirurgie réfractive et en implantation FAC. Donc d'abord, elle va montrer les modifications cornéennes après LASIK, les modifications épithéliales après LASIK et après mise en place d'anneaux intracornéens, suivre les complications dans les pathologies chez les patients opérés LASIK, les implants FAC, donc, tels que le plan ICL, le sulcus, qu'elle va évaluer le degré d'ouverture de l'angle et ce qu'on appelle le volt de l'implant, le volt de l'ICL. Donc, c'est un examen important après l'implantation ICL pour voir si on est bien ou pas. Donc, c'est un examen certes indispensable. Les champs d'intérêt ne cessent de s'élargir, mais on reste parfois limité par des problèmes de fixation chez les patients qui opèrent mal, chez les patients qui ont un grand blépharospasme. Donc, comme chez la patiente que je vous ai montré, l'adaptation antisclérale, on a dû mettre un blépharostat pour pouvoir prendre les acquisitions en CT du segment antérieur. Lorsqu'on est face à un patient qui présente un nystagmus, donc là aussi on aura des images de mauvaise qualité. Et parfois l'analyse quantitative n'est pas possible, telle que pour une machine, par exemple, une cartographie numérique, plurimétrique, non pas numérique pour évaluer les cartes métriques. Et puis, on compte sur le développement qui ne cesse de commencer pour avoir des machines vraiment plus optimales que ça. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Merci, Mariam. C'est pas évident de parler en fin de journée à Ramadan. Ils sont fatigués, je pense. Oui.